Bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui et à celles et ceux qui n'ont pas osé affronter le froid ce matin, l'hiver qui revient à Montréal, mais ce n'est que momentané. On se le souhaite toutes et tous. Bienvenue à cette rencontre. Mon nom est Martin Drouin, je suis professeur au département d'études urbaines et touristiques ici à l'UQAM et c'est moi qui ai le privilège de présenter les deux personnes qui prendront la parole avec nous aujourd'hui et qui animera la période de questions. Donc, si vous le voulez bien, je vais présenter les deux personnes comme ça et par la suite, on pourra passer la parole entre les deux présentateurs. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Thomas Cauvin. Thomas Cauvin est professeur à l'Université du Luxembourg. Il a reçu un doctorat à l'Institut universitaire européen de Florence et il a enseigné aux États-Unis pendant de nombreuses années. Il est heureux aujourd'hui d'être au Luxembourg. Il a été recruté en 2020 par l'Université du Luxembourg grâce à un Attract Fellow, un programme du Luxembourg pour attirer les chercheurs talentueux. Il est donc, depuis cette date, directeur du groupe de recherche en histoire publique au Center for Contemporary and Digital History, C2DH, où il dirige le projet Public History as the New Citizen of the Past. Il a été président de la Fédération internationale d'histoire publique de 2018 à 2021. Il est aussi l'auteur du manuel Public History, a Textbook of Practice, publié chez Routledge en 2016 et mis à jour en 2022. La deuxième personne qui prendra la parole à la suite de M. Cauvin, Natalia Gonçalves. Donc, Natalia est doctorante à l'Université du Luxembourg. Elle a une formation en histoire et pédagogie, complétant 2 maîtrises. Une première en mémoire sociale et patrimoine culturel à l'Université fédérale de Pelotas au Brésil. Et une deuxième en technique, patrimoine, paysage industriel, histoire, valorisation et éducation à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en consortium avec l'Université de Padoue en Italie et l'Université d'Évora au Portugal. Donc, elle s'intéresse aux problématiques à l'intersection de la culture, du développement communautaire et de l'histoire publique. Et donc, elle a travaillé comme ça dans diverses initiatives à travers le monde. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule Public History as the New Citizen of the Past, une équipe de recherche en histoire publique. Donc, Thomas, à toi. Merci Martin. Merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite à Montréal et au Québec. Ça faisait, on discutait de 18 mois que je n'étais pas venu et c'est toujours aussi intéressant et stimulant de venir parler avec des collègues. Alors aujourd'hui, Natalia et moi, on va vous présenter un petit peu les projets participatifs, d'histoire participative qu'on fait au Luxembourg depuis 5 ans et Natalia depuis 1 an. Donc de parler un petit peu des ponts entre histoire publique et sciences citoyennes. Et certaines de ces réflexions dérivent du colloque que vous aviez organisé en octobre 2023. Donc, vous allez aussi voir quelques petites citations de ce colloque. Alors, tout d'abord, juste pour vous situer le Luxembourg, ce n'est pas toujours très naturel. Je me rappelle quand j'ai bougé des États-Unis, on ne va pas commencer sur les États-Unis, mais leur conception de la géographie et du monde est assez particulière et personne ne savait où était le Luxembourg. Donc, juste pour vous situer où est le Luxembourg, parce que je sais que les Canadiens ont plus de géographie que les États-Unis, mais toujours utile que voici le petit pays du Luxembourg où Nathalie et moi habitons et travaillons. L'Université du Luxembourg, qui est assez récente, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, donc c'est très récent, est pour les amoureux du patrimoine industriel, est un haut lieu historique dans la grande région. Donc on est à l'Université du Luxembourg et on a aussi, Natalia va en parler, une collaboration avec l'UQAM, qui est ce doctorat dont Natalia va parler après moi. Alors, petite réflexion sur l'histoire publique, et vous voyez qu'il y a des mentions de Gérard Noiriel et d'Alain ici. L'histoire publique, c'est assez difficile à définir, et souvent je donne plutôt des piliers de ce qu'est l'histoire publique.
qui nous force à réfléchir entre l'histoire et le public. Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire pour qui? L'histoire par qui? Et où est-ce qu'on fait l'histoire? Donc des grandes réflexions sur les pratiques de l'histoire, et voilà. L'histoire publique nous fait réfléchir à nos propres pratiques. Et comme le disait Alain l'année dernière, c'est une forme d'auto-réflexion sur nos propres pratiques, pas simplement sur les sources, mais aussi quel type d'histoire on le fait, pour qui, et pour qui ne faisons pas l'histoire. Donc, je considère l'histoire publique comme une forme d'histoire, mais un élargissement de la définition de l'histoire. J'utilise souvent cet arbre, et vous l'avez certainement déjà vu, qui pour moi représente la métaphore de l'histoire publique, qui n'est pas simplement l'histoire comme on a souvent comme souvent la pense, qui est le tronc, qui est l'interprétation des sources, qui est une pratique traditionnelle de l'histoire, mais qui est aussi la préservation des sources, donc ce sont les racines de l'arbre, faire de l'histoire orale, préserver un bâtiment, préserver des archives, collectionner, donc qui sont une forme d'histoire publique. Donc le travail de l'historien et de l'historienne n'est pas simplement d'étudier les sources, mais aussi de les préserver ou de participer à leur préservation. L'histoire publique, c'est aussi les branches. Je peux bouger un petit peu jusqu'à là, donc je vais bouger. L'histoire publique, c'est une multitude de branches, c'est-à-dire une multitude de formes de dissémination, de partage de l'histoire. Et pas simplement l'écrit, mais aussi la bande dessinée, les podcasts, les expositions, les visites guidées, etc., etc. Donc il y a autant de formes d'histoire publique que de médias. Ce qui ouvre des possibilités, je ne dirais pas nouvelles, mais une conscience nouvelle de cette forme de communication de l'histoire. Et enfin, je reviens en arrière, les feuilles. Les feuilles qui sont une forme de demande sociale d'histoire, c'est-à-dire que souvent, il peut y avoir un département tourisme, de marketing qui a des commandes. Ça peut être aussi une forme de demande sociale d'éducation. Ça peut être une forme de demande sociale pour les mémoires. On l'a vu pendant le Covid, beaucoup d'institutions nous ont demandé d'archiver les mémoires du Covid parce que la société a eu conscience que c'était un moment historique. Donc les feuilles représentent ces demandes et ces consciences, ces besoins d'histoire qui viennent de la société et auxquels parfois les historiens et les historiennes répondent. Donc pour moi, l'histoire publique, c'est rendre l'histoire davantage publique. Le petit proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est-à-dire qu'on encourage les formes de participation en histoire et c'est un appel à l'action. Pour moi, l'histoire publique, ce n'est pas forcément étudier les représentations, pas simplement, mais c'est un appel à l'action, à faire de l'histoire. Donc, de rendre l'histoire davantage publique. Toute histoire est publique, mais à des degrés différents. Donc, une histoire accessible pour différents publics, une histoire participative avec des collaborations. On parle souvent des relations entre les communautés et l'université, et l'université qui n'est pas simplement pour les chercheurs, mais aussi pour les communautés locales ou régionales. Et ce qui vient du colloque de l'année dernière, une directionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre société et recherche, et pas simplement de la recherche sur la société. On l'a très bien vu l'année dernière au colloque, où les différentes sociétés d'histoire, les historiens dits amateurs, et on va en reparler, participent à cette histoire publique. Donc, ce qu'apportent les associations citoyennes à la recherche académique et pas simplement ce qu'apportent les historiens académiques aux sociétés d'histoire. Ce que disait M. Morel, encore une fois, il ne me rappelle plus son prénom, mais l'année dernière au colloque, c'est dans les sociétés d'histoire, nous participons si le projet est d'utilité publique. Donc ce concept d'utilité publique, qui aujourd'hui, dans un contexte politique assez marqué, est à défendre. Donc voilà, l'histoire publique s'agrandit. Voilà, il y a des cours et des réseaux d'histoire publique un petit peu partout dans le monde. Bon, il y a quand même des pôles plus développés que d'autres, mais il y a quand même un élargissement des réseaux d'histoire publique. Quand on parle d'histoire publique aujourd'hui, on a tendance à être de plus en plus compris. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on parlait d'histoire publique, personne ne comprenait. Je ne dis pas que c'est encore un mot très, très populaire, mais en tout cas, les gens commencent à utiliser le concept et les pratiques d'histoire publique pour parler de ces notions. Donc voilà, l'histoire publique et sciences citoyennes, donc ce qui est un petit peu l'élément moteur de cette présentation. Quels sont les liens? Les sciences citoyennes, qui ne sont pas forcément en histoire, les sciences citoyennes sont notamment très développées dans les sciences naturelles. Ils ont d'abord commencé dans les sciences naturelles, en géographie.
Donc, quels sont les liens entre histoire publique et sciences citoyennes? Bon, tout d'abord, les sciences citoyennes nous apprennent qu'il y a beaucoup de formes différentes de sciences citoyennes. Le degré de participation varie beaucoup. Ça peut être des projets qui sont très peu participatifs, qu'on appelle contributory en anglais, ou co-créés. Donc, il y a plusieurs échelons, plusieurs degrés de participation. Tout projet n'a pas la même forme de participation. Donc, c'est important de théoriser ces différentes formes de participation. Quel est l'objectif du projet? Tous les projets n'ont pas forcément besoin de participation. Qu'est-ce qu'apporte la participation? Souvent, avec les collègues, je leur demande ce qu'apporte la participation. Est-ce que c'est une participation simplement pour avoir des financements nouveaux? Parce que quand on parle de participation, tout de suite, il y a des mots-clés qui résonnent. Ou la participation apporte vraiment un plus à la recherche. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être théorisé non pas à la fin du projet, mais avant que le projet commence. Encore une fois, les différentes formes de participation ont été théorisées par Einstein en 1969, qui avait déjà parlé d'une échelle de participation. Nina Simon en 2010 sur les musées, qui parlait de différents types de participation dans les musées. L'histoire est un petit peu à la traîne dans ces formes de participation. Les sociologues, les anthropologues, les sciences politiques, les sciences des musées aussi ont déjà théorisé ces différentes pratiques participatives. Donc, qu'est-ce que ça donne en histoire? Comment pouvons-nous utiliser les sciences citoyennes pour faire de l'histoire? La plupart des projets ont une forme de participation de collecte. C'est-à-dire que les musées, les archives vont faire appel au public, pluriel, pour collecter des nouvelles sources, qui peut être très utile pour enrichir les sources officielles. Les sources officielles, les archives officielles qui sont quand même très policées et qui viennent d'une longue politique de collecte. Les sciences participatives peuvent nous faire obtenir et découvrir des sources différentes, des objets, des sources familiales. Donc ça, c'est la plupart des projets de participation dans la collecte. Mais il y a aussi des formes d'enrichissement des archives, où là, les publics non professionnels participent à l'interprétation des sources. Et c'est quand même une pratique et un cadre beaucoup plus compliqué à mettre en avant. Donc on peut parler d'activation des archives quand les publics donnent du sens aux archives. Et cette interprétation est souvent le pain de l'historien. Donc les historiens et les historiennes ont parfois tendance à ne pas vouloir faire participer les publics dans cette activation des archives. Je vais juste répéter ma dernière phrase où je disais que je mettais sur la diapositive un projet d'histoire orale sur la partition entre le Pakistan et l'Inde. Donc, une formation des publics à faire de l'histoire orale qui peut être débattue. En tout cas, c'est une forme de pratique participative. Donc ça, c'était le cadre théorique. Je voudrais maintenant vous montrer un petit peu ce qu'on fait au Centre d'histoire contemporaine et numérique, donc en anglais le C2DH, à l'Université du Luxembourg, centre auquel appartient Natalia et moi-même. Alors, il y a énormément de projets. Le centre regroupe 126 personnes, ce qui est assez important. Et le centre fonctionne essentiellement sur le cadre du projet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de projets et chaque chercheur, chercheuse, PhD, postdoc, travaille sur certains projets. Je vous en ai mis quelques-uns, par exemple sur le patrimoine, sur la désindustrialisation au Luxembourg, qui est un pays à culture industrielle, ou l'histoire coloniale du Luxembourg, on pourra en revenir parce qu'il y a beaucoup de débats sur l'histoire coloniale du Luxembourg, ou enfin le mémorial numérique de la Shoah au Luxembourg, qui est un projet participatif dans lequel les participants peuvent écrire des fiches autobiographiques des victimes de la Shoah au Luxembourg. On travaille aussi beaucoup sur le transmédia, c'est-à-dire qu'on utilise différents médias pour faire participer les publics ou pour disséminer ou pour vulgariser, comme on dit en français, même si c'est une expression qui est assez contestée, l'histoire. Donc ça peut être le transmédia pour les collectes publiques ou les apps, ou la géolocalisation, ou les expositions en ligne. On travaille beaucoup sur ces intersections entre le monde physique et le monde numérique. Comment ces deux mondes peuvent collaborer, comment enrichir une exposition physique avec des contenus numériques.
aussi, depuis septembre dernier, on est très fiers de pouvoir offrir un nouveau master en histoire publique et numérique, qui est un des 2 seuls masters au monde à faire à la fois l'histoire publique et numérique. Et on a nos premiers étudiants depuis septembre qui ont dû faire ce semestre organiser une conférence. Une de leurs assignments, leur devoir est de créer et d'organiser une conférence par les étudiants pour les étudiants. Donc, on leur a demandé, avec Nathalie, on enseigne ce cours, de choisir un sujet. Et ils ont choisi, qui est très timely, dans un contexte politique en Europe, en France, aux États-Unis, etc., sur l'histoire contestée, les conflits d'interprétation du passé. Donc, quelque chose qu'ils vont organiser en juin, de mettre en pratique ces discussions, mais aussi de faire participer les étudiants de master à la recherche en histoire publique et numérique. Alors, maintenant, passons à quelques projets que Natalia et moi avons organisés depuis quelques années. Alors, Natalia fait plus récent, moi, c'est un peu plus ancien. Tout d'abord, sur l'histoire de la ville, quelque chose que je vous avais déjà montré, c'est faire un projet d'histoire participative sur Esch-sur-Alzette, qui est la ville où nous habitons, et donc de faire une exposition de la ville, l'histoire de la ville, à travers des objets de famille. Comment avons-nous fait participer les habitants de Esch-sur-Alzette? On avait notre petit wagon, oui, un wagon, dans les rues de Esch, où on demandait aux gens de nous apporter des objets qui, pour eux, représentaient l'histoire de Esch. Donc, c'était très subjectif. Ça pouvait être, vous allez le voir, ça pouvait être un nounours, ça pouvait être un vélo. Et à travers un vélo, on faisait l'histoire non seulement des transports à Esch, mais de l'immigration italienne dans les années 60 à Esch. Donc, de travailler sur une culture matérielle, mais aussi sur des sources familiales, et de montrer comment la trajectoire de la famille parle aux habitants. Donc, on a collecté 106 objets et on a fait participer les publics qui devaient choisir les objets. Ils devaient nous aider à interpréter les objets. Et c'est ça qui a été le plus compliqué. Pas de choisir les objets, mais d'écrire les textes avec différents publics, différents intervenants. Parce que pour écrire les textes des objets, il y avait la personne qui donnait l'objet, il y avait les témoignages, mais il y avait aussi les ateliers dans lesquels les résidents écrivaient avec nous les textes des objets. Et ça a été la pratique la plus compliquée, notamment pour l'écriture. Parce que l'écriture d'un texte, on a sous-estimé les compétences nécessaires à l'écriture d'un texte qui soit lisible, compréhensible par le grand public. Mais ça a débouché sur... Bon, voilà, c'est un exemple de texte, c'est peut-être un... Je ne connais pas le nom en français. Pour faire de la purée, vous mettez la patate dedans et ça fait un presse-purée. Un presse-patate, voilà. Et à travers ce presse-patate, on a fait l'histoire de la nourriture, mais aussi l'histoire de la nourriture italienne dans les années 60 et 70, avec un texte qu'on ne voit pas ici, mais qui a été écrit à 5 ou 6 mains. C'est-à-dire qu'il y avait 3-4 personnes qui écrivaient ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vient ce texte, quelle portion du texte vient du donateur, quel texte vient de l'historien, des mémoires, etc. Et donc, ça aboutit à une exposition en ville, ouverte, gratuite, pas à l'université, on en reviendra peut-être. On essaie de ne pas faire l'histoire publique à l'université, mais de faire l'histoire publique où les gens habitent. Et les gens n'habitent pas à l'université, donc on fait l'histoire publique. Ça, c'est un des magasins de la rue principale de Esch-sur-Alzette, donc ce qui était ouvert à tout le monde. Et encore une fois, avec un vélo, avec des nounours, avec des instruments de musique. Et à travers les histoires de famille, on racontait des histoires de Esch. Donc, une forme d'interprétation et d'histoire participative. Depuis 1 an et demi, on travaille sur les liens entre l'histoire, l'art et... je vais fermer là pour qu'on voit mieux. Entre l'histoire publique, l'art, les arts et le patrimoine. Donc, comment l'art et l'histoire peuvent collaborer pour rendre l'histoire plus accessible? Un des projets récents que nous avons fait, c'est sur l'histoire encore de la ville. On travaille beaucoup sur Esch-sur-Alzette. L'histoire de la ville avec les grands-mères lusophones, c'est-à-dire qui viennent du Portugal ou du Cap-Vert, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais presque 20% des habitants du Luxembourg parlent portugais.
parce qu'il y a eu une très très forte immigration et brésilienne. Immigration portugaise dans les années 60. L'immigration brésilienne est plus récente. Donc, l'histoire de la ville à travers non seulement les communautés lusophones qui étaient moins représentées dans l'histoire officielle de Esch, pour différentes raisons, mais aussi par les grands-mères, parce que souvent l'histoire des communautés se fait par l'histoire des travailleurs, dans l'industrie, les Italiens. Et donc, on a voulu travailler sur des gens qui étaient moins représentés en histoire, donc lusophones, grand-mères, femmes, et c'est un projet qui a été développé par Myriam Dalal, qui est toujours avec nous, qui était un postdoctorant, qui a une formation d'art, d'artiste, et donc des lusophones, et on a représenté ces histoires par l'art. Donc il y avait une association entre l'histoire orale, des fresques et des témoignages. Donc je poussais cette petite roulotte sur la gauche avec les témoignages en portugais, et c'était un tour dans les rues de Esch où on passait devant différentes œuvres artistiques qui représentaient les témoignages historiques des grands-mères sur Esch-sur-Alzette. Donc un premier lien participatif entre art et histoire. Un deuxième projet, je vais aller un petit peu plus vite, je suis dans les temps. Art et histoire, on a voulu représenter l'histoire de la ville sur un mur. Donc on avait un mur public et l'idée c'était de travailler avec les communautés, les résidents, les habitants de cet immeuble, un artiste avec une question, faire l'histoire de ce quartier. Donc on a fait des ateliers, on a travaillé avec les réseaux sociaux. Ce qui marche très bien dans les réseaux sociaux, c'est les photos de famille et les photos de quartier à travers l'histoire de la famille. Donc là, on avait des photos sur le changement du quartier dans les années 60. Et on a aussi créé un comité de citoyens, quel nom juste après. Alors, cercle d'historiens citoyens, le CHIC, on l'a fait en anglais, mais ça marche aussi en français, le CHIC. Donc, c'était vous voyez, une de nos réunions dans un café-bar un soir de 2022. Et on a demandé à ces historiens citoyens de réfléchir à l'histoire de leur quartier et de créer des grands thèmes sur les changements du quartier. Et ce comité de quartier, ce comité citoyen, avait le leadership pour décider quels seraient les thèmes historiques abordés lors de ce projet. On a collecté des histoires, on a collecté l'histoire orale, des photos, et l'artiste s'est inspiré de ces histoires et a proposé plusieurs ébauches de fresques artistiques pour représenter l'histoire du quartier. Les gens du quartier ont voté, vous voyez cette petite boîte rouge en bas où les gens pouvaient voter pour la fresque, l'une des fresques proposées par l'artiste. Et à la fin, l'artiste est venu, donc une artiste portugaise qui est venue pour représenter l'histoire de ce quartier. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette histoire, donc vous le voyez sur la droite, c'est la fresque finale, on peut voir ce qu'a apporté la participation. Une des questions au début, je vous disais, qu'est-ce qu'apporte la participation? Donc on a essayé de réfléchir à la fin, qu'est-ce qu'apporte la participation? Donc, un des éléments, en haut à gauche, vous voyez que certains habitants ont voulu avoir une représentation du premier aérodrome du Luxembourg, qui était assez passé inaperçu dans l'histoire officielle, mais qui était à quelques rues de cette fresque. Donc ça vient d'une demande sociale, la feuille. On voit aussi que la photo en haut à droite qui vient de Facebook, qui représente la jeunesse des années 60, quand de nouvelles familles sont arrivées dans les années 60, est ici, avec les habitations qui sont aussi typiques de cet endroit. Et le dernier point, vous voyez, ça représente une rivière de glace. Entre le passé à gauche, noir et blanc, et la couleur à droite, qui est plus le présent. Ça vient du cercle citoyen pour qui le thème principal était le changement d'un quartier très rural, où on allait faire du patin à glace dans les forêts, à un quartier beaucoup plus centré sur le service dans les années 80-90, donc une transformation un peu nostalgique d'un passé rural vers un passé beaucoup plus urbanisé, bétonné, qui est représenté par cette rivière du temps. Donc c'est une représentation artistique qui est censée transmettre la vision du cercle citoyen sur l'évolution historique du quartier, qui n'est pas faux, mais qui est une représentation particulière
de cette histoire. Et ce qui a été intéressant dans cette fresque, c'est que la plupart des gens qui ont participé dans les ateliers sont revenus pour se voir dans la fresque. J'aime beaucoup cette photo parce que vous voyez un papa qui a participé aux ateliers, qui montre, alors je ne sais plus si c'est sa fille ou son garçon, derrière on ne voit pas, pour lui expliquer qu'il était né dans une de ses petites habitations. Donc il est revenu pour expliquer à sa fille, grâce à la fresque, que c'est aussi son histoire. Et à mon avis, c'est l'un des points principaux de la participation, c'est pas simplement d'utiliser les mémoires, mais de rendre l'histoire assez ouverte pour que les gens puissent en discuter, se représenter et s'y retrouver. Voilà, en 2 minutes, Alain me demandait quels étaient mes prochains projets. Donc en 1 minute, je vais vous montrer un petit peu quels sont mes prochains projets, toujours sur l'histoire participative, mais qui dépasse le Luxembourg. On a de nouveaux projets d'histoire participative, mais qui dépassent l'Europe, qui dépassent le Luxembourg, qui sont avec une communauté au Caire, en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce qu'il y a au Luxembourg, on est assez privilégié dans tout ce qui est budget de production. C'est-à-dire qu'on fait de l'histoire participative, on a le budget pour développer ça. Ce qui n'est pas représentatif de la plupart des projets. Ce qu'on veut, vous êtes les bienvenus au Luxembourg. Ce qu'on veut développer, c'est des projets accessibles, durables, à low cost, c'est-à-dire à peu de frais. Donc, on essaie de trouver tout ce qui est open source, tout ce qui est outils, tout ce qui est pratique, tout ce qui est structure numérique, qui soit réutilisable à peu de frais, pour rendre cet aspect public, pas simplement accessible, mais durable et accessible dans les financements et dans la réutilisation. Donc, on travaille avec nos partenaires au Caire pour développer ça et pour pouvoir utiliser ce type d'approche en dehors du Luxembourg, en dehors de l'Europe, et si possible avec nos partenaires en Afrique. Donc, je vais m'arrêter là et passer tout de suite la main à Natalia qui va pouvoir vous parler un petit peu plus de l'histoire participative. Merci de votre attention. Bonjour à tous, moi je suis Natalia, je suis doctorante à l'Université de Luxembourg en partenariat avec l'Université du Québec et Montréal. Ne sais pas quoi tutelle, mais je travaille dans un projet très intéressant qui s'inscrit dans une discussion pas plus large que le projet il-même, qui c'est la participation citoyenne sur la préservation du patrimoine et la production de l'histoire. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation, mais importante. Et c'est seulement l'idée générale du projet. Je suis au début. Au début, il y a mais il y a beaucoup de choses pour discuter, des conseils, tout comme ça. Donc, c'est seulement ma explication. Donc, nous verrons le niveau de projet, les contextes, problématiques, le cadre théorique, objectifs, méthodologie, résultats attendus et contributions, et aussi un peu de conclusion et perspective. Petit disclaimer, il y a beaucoup de photos de Luxembourg, de Delval. Ne soyez pas jaloux, je serai ici à Montréal pour faire des photos très beaux aussi, très belles aussi du coin, mais de les sites industriels. Alors, ce projet, c'est parti. C'est très intéressant parce que comme l'histoire publique, dans ces projets, je ne fais pas toute seule. C'est le résultat de recherche sur l'histoire publique, les participations citoyennes des personnes qui sont le projet, les professeurs Thomas Couvin et aussi Martin Drouin et aussi Alain. Mais aussi, à mon avis, c'est un type de reconnaissance de la contribution des amateurs, des historiens qui n'ont pas la formation formale à l'université, mais qui ont fait beaucoup de travail pour la préservation du patrimoine et aussi ont contribué beaucoup sur l'écrit de l'histoire. L'idée, c'est penser principalement dans le cadre du patrimoine industriel
C'est très intéressant, non seulement parce que j'étudiais au passé les patrimoines industriels, mais aussi penser comme les anciens ouvriers continuent de produire, non des matériaux, des tissus comme ça, mais aussi mais produire l'histoire. Ils ont contribué sur la diffusion du savoir scientifique et par les associations de préservation du patrimoine. C'est comme un exercice de trouver sa identité et aussi un exercice de mémoire. Donc, j'ai deux questions qui viennent d'une analyse sur les cas d'études sur Luxembourg, c'est plus récent, en France et aussi ici au Québec. Donc, je veux penser comment la participation citoyenne influence la préservation du patrimoine et la construction du savoir historique, et principalement quelles sont les stratégies d'écriture, sélection et catalogue de la diffusion du passé choisies par ces associations. Parce que c'est très intéressant de bien noter que ne c'est pas une chose, il n'y a pas de neutralité quand nous parlons d'écrire l'histoire, de choisir pourquoi, qui et comment. Et pour ce type d'association, c'est toujours lié à les passés, à l'identité, mais peut-être aussi à la revendication des droits ou les questions du présent. Donc, l'idée, c'est de faire une étude comparative sur les productions de connaissances et analyser les sources de l'association. Les années 1960 et 1986. Je suis désolée. J'ai fait cette étude comparative au Québec, en France et au Luxembourg, des associations de préservation du patrimoine industriel. Dans les cadres théoriques, il y a 4 concepts. Je sais que c'est beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Le premier, c'est l'histoire publique et aussi il y a une relation avec les sciences citoyennes, comme Thomas a dit, dans l'idée de reconnaissance de la production de connaissances par cette association, ce type d'association, mais aussi le concept de territoire et la relation avec la citoyenneté. Et c'est un concept de la géographie de le géographe brésilien Milton Santos, qui a dit que c'est seulement possible d'être citoyenne s'il y a une action sur le territoire, s'il y a un changement sur le territoire, si vous avez la conscience des droits, des outils pour faire les changements sur le territoire. Et aussi, une relation avec les speaking place, je ne sais pas comment dire ça en français, il n'y a pas de traduction officielle, mais si je fais une traduction plus ou moins comme du portugais, les lieux de parole de la philosophe brésilienne Djamila Ribeiro. Et c'est différent du concept de positionnalité, je ne sais pas si c'est ça en français, parce que c'est la reconnaissance de l'expérience des personnes soi-même et la capacité de produire et aussi d'écouter et d'agir sur la réalité. La positionnalité, je pense. J'ai une petite question avec Thomas, avec ce concept que je sais que c'est très important pour le développement de la discussion académique, mais speaking place, c'est un peu plus large, je pense. Donc, avec ces 4 concepts, je pense penser pour comment et pourquoi ce type d'association pensons et aussi travaille sur la préservation du passé. Comme objectif, étudier le rôle des associations dans la préservation du patrimoine, comparer les approches dans 3 contextes différents. Il y a aussi une différence, je pense, non seulement parce que les périodes de désindustrialisation étaient différentes dans les 3 régions et pays, mais aussi les outils, les types, les visions du passé. Qu'est-ce que c'est le passé? Qu'est-ce que c'est l'histoire?
Et aussi évaluer l'impact de la participation citoyenne sur l'écriture de l'histoire. Donc, je ferai une analyse comparative. Et je pense étudier les archives, l'analyse des documentaires aussi. J'ai fait un peu de ça cette semaine. J'ai lu beaucoup de rapports. Et aussi de faire des entretiens avec les membres de ces associations et aussi de la communauté, je pense. Peut-être, comme résultat, d'étudier les pratiques et stratégies des associations, apporter une perspective comparative sur la participation citoyenne, parce que je pense qu'il y a aussi je partirai de ce concept de citoyenneté que je dis, avec la relation avec le territoire, mais il y a aussi les différences de la notion de qu'est-ce que c'est être citoyenne dans chaque pays, dans chaque localité. Et aussi contribuer au débat sur la démocratisation du savoir historique. Merci. J'inviterai Thomas à revenir à l'avant pour la période de questions. Chez vous, il y a des musées, je pense ici au MEM ou à l'Écomusée du Tiers-Monde, qui ont depuis longtemps des pratiques collaboratives, participatives, et qui jouent un rôle dans cette articulation. Je ne connais pas assez le Québec pour pouvoir comparer, mais de ce que j'entends, c'est moins développé au Luxembourg. Notamment pour la culture industrielle, c'est quand même assez récent. Et il y a un décalage entre Québec et Luxembourg. Il y a des associations de préservation des mémoires industrielles, mais qui sont assez récentes, 10, 15 ans. Donc, il y a une différence. Il y a des associations, mais moins développées, moins de musées communautaires, moins d'écomusées, par exemple, au Luxembourg. Il y en a un petit peu en France, dans le Grand Est. Bon, tu connais plus que moi. Je pense qu'il y a une différence ici dans la construction des institutions et la construction de groupes qui vont défendre ou préserver le patrimoine. Est-ce que, ça, dans le même sens, c'est plutôt comme une absence de dialogue, finalement, entre le monde universitaire et souvent les associations de citoyens, tu sais, parce qu'on le voit en France avec tu sais, quand même une dissociation entre les sociétés de préservation du patrimoine local versus des milieux universitaires, ou même en Belgique, ça pourrait être le cas aussi. Le fait est que l'université au Luxembourg a 20 ans. Donc, voilà, ça répond en partie à ta question. Il y avait des instituts avant, des instituts de recherche, donc il y avait des choses qui étaient faites, mais les étudiants avant allaient à Bruxelles, allaient en Allemagne, allaient pas au Luxembourg, il n'y avait pas d'université, donc il n'y avait pas ce cadre établi de recherche universitaire. Donc ça contribue aussi à ce décalage historique. Mais c'est aussi pour ça, je ne veux pas parler pour toi, mais je ne veux pas parler pour toi. Le décalage historique dans la préservation des mémoires industrielles au Québec et au Luxembourg est très intéressant parce qu'on cherchait des associations dans les années 70, 80, 90. Il n'y a pas, enfin, il y a très, très peu. C'est vraiment les années 2000, 2010. Et ce qui amène à une question de recherche sur ce décalage des pratiques de la conception de citoyenneté, mais la conception de l'urgence historique, donc ces comparaisons sont toujours très, très stimulantes. Merci. Marie-France. Moi, je me demande, quand on parle d'association, ici, moi, j'ai une idée très claire de ce que c'est une association en histoire et patrimoine. Est-ce que, par exemple, le CHIP qu'on a vu dans la présentation, est-ce que c'est un organisme qui a une structure légale? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'il y en a d'autres organismes? C'est quoi l'organisation de tous ces organismes-là qui sauvent les archives, le patrimoine et tout ça? Ben, moi, je connais bien le Québec pour ça, mais c'est pour ça que je me demandais quel type d'organisme et de réseau auquel les chercheurs ont accès. Le CHIC, c'était vraiment quelque chose de temporaire. Ça a été créé avec eux, ça a duré 1 an et ça a disparu. Il n'y avait pas de structure permanente. Sinon, ce sont des ASBL, des associations à but non lucratif,
comme le Ferroforum avec qui Natalia a commencé à travailler, qui est une association pour préserver dans l'usine les pratiques. Donc, il y a un statut de la SBL. Nous, on ne l'a pas créé parce que c'était vraiment pour le projet et que c'était quand même assez lourd au niveau de la bureaucratie. Luxembourg, je pense, est assez comparable à la France donc, au niveau de la bureaucratie et c'est très, très compliqué. Et en venant des États-Unis en 2020, tout ce qui est données personnelles en Europe est beaucoup plus lourd à gérer qu'aux États-Unis, c'est sûr, mais peut-être même qu'au Canada. Donc, il y a une bureaucratie de ça, La vie privée. la vie privée, de protection des données personnelles, voilà, qui est devenu très, très compliqué au Luxembourg avec des enjeux très clairs quand les archives nationales refusent de donner accès aux données de la Seconde Guerre mondiale, avec mise en balance entre la compréhension publique du passé et la protection privée du passé. C'est-à-dire quand la recherche, même des années 40-45, est sur une personne, il y a un conflit entre la compréhension de la loi par les archivistes qui vont dire qu'il y a une atteinte à la vie privée des données et l'historien qui va mettre en avant la compréhension publique du passé. Donc, cette bureaucratie est très, très importante. Ce n'est pas vraiment ta question, mais je dérive un petit peu sur cette compréhension et cette discussion sur l'utilisation publique de la recherche. Mais voilà, on n'avait pas créé une structure pérenne. À ce moment-là, est-ce que des organismes qui se créent pour un combat particulier qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, peuvent être inclus dans votre recherche? Sûrement. Au Luxembourg, le prix du terrain est devenu tellement haut qu'il y a vraiment des conflits d'intérêts entre la construction et la préservation, comme partout. Bon, mais au Luxembourg, le prix des terrains est tellement élevé que les associations de préservation du bâti industriel ont vraiment beaucoup de problèmes à se faire entendre. Donc, on travaille certainement avec eux. Mais c'est quand même des voix assez minoritaires au Luxembourg qui est plus ancrée sur le développement urbain que la préservation du bâti. Il y a une question du public. Oui, on a une question de Léocadie Choquette. Que pensez-vous de l'inclusion de l'histoire publique dans les universités québécoises et pourrions-nous intégrer davantage cette forme d'histoire et de pratique dans les milieux académiques? La question est peut-être un peu difficile par rapport à l'intégration dans les universités québécoises pour nos deux voyageurs de l'Europe. Peut-être plus une question que Joanne pourrait répondre dans la mesure où il y a eu jadis un programme en histoire publique ici à l'UQAM. Donc, il y avait une volonté. Là, puis ce que fait le laboratoire là, depuis 2009, c'est une version hybride, je dirais, de l'histoire publique, même si il y a la question de la directionnalité qui a été évoquée, qui est un peu différente là, que les projets que tu présentais. Mais voilà, Bon, je ne connais pas la personne qui pose la question, donc je ne sais pas où elle se situe dans l'univers de l'histoire. Il y a eu au mois de juin dernier, lors de la réunion de la Société historique du Canada, une table ronde sur les enjeux, les défis de l'enseignement de l'histoire publique qui réunissait des représentants de plusieurs universités canadiennes et québécoises qui ont des programmes d'histoire publique. Et je pense que la plupart des universités qui ont ces programmes ont une certaine difficulté à faire vivre les programmes. Puis les programmes sont très différents d'une université à l'autre. Il y a certaines universités où vraiment le programme d'histoire publique, la formation, bon, des fois il y a des programmes au premier cycle qui intègrent des éléments.
ou une mineure, il y a des programmes de deuxième cycle, il y a des programmes qui sont des programmes vraiment professionnalisants, d'autres qui orientent davantage vers la recherche académique. Il y a des programmes qui intègrent des éléments d'initiation à la muséologie ou à l'archivistique. Au Québec, on a, bon, un des facteurs, c'est cette cohabitation est peut-être plus compliquée parce qu'il y a des programmes spécialisés en muséologie ou en archivistique. Donc, je pense que au minimum, on devrait faire de plus grands efforts pour qu'il y ait au moins des cours au premier cycle et au deuxième cycle qui abordent des enjeux liés à l'histoire publique ou dans les cours de méthodologie. Mais c'est souvent, je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs qui jouent, qui rendent le maintien de programmes, des questions de moyenne cible, du nombre d'étudiants inscrits qui sont requis pour que des cours spécialisés soient maintenus. C'est certainement un obstacle. Ça a été un obstacle à l'UQAM pour le programme de maîtrise. Donc, oui, je pense qu'il faudrait, c'est vraiment important. Et il y a une certaine, je pense, une sensibilité croissante, mais c'est difficile au Québec de développer, de maintenir des programmes, surtout dans les universités. Je pense qu'il semble y avoir, je pense à Montréal, on voit Concordia qui a quand même des programmes qui sont plus solidement établis. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question de la dame, mais certainement, il me ferait plaisir d'en discuter longuement avec elle. Je pense qu'une des clés de la réponse aussi, c'est le caractère polysémique du concept d'histoire publique qui a changé à travers le temps parce qu'au départ, c'était beaucoup l'histoire dans les institutions publiques comme par Canada, dans les ministères, en fait, dans les entreprises. C'était la définition première, comme on voit dans Public Historian. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça et cette dimension qui déborde donc dans la sphère publique aussi. Je pense aussi que polysémique aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nom histoire publique que c'est pas associé à l'histoire publique. Voilà. Patrimoine, muséologie, archives, il y a beaucoup de ponts. Donc c'est pas parce qu'il y a forcément un master d'histoire publique qu'il n'y a pas des pratiques qui existent. Donc ça existe et ça a existé. Après, je suis d'accord que un des attraits pour moi de l'histoire publique est que ça peut s'adapter à des cours de méthodologie. Ça peut être des cours de première année sur l'histoire dans l'espace public, où les étudiants rappellent un petit peu de l'histoire dans les fictions, l'histoire au musée, donc sortir un petit peu de l'histoire du livre et de montrer que l'histoire vit dans beaucoup de formes de médias. Donc ça peut être une introduction à l'histoire dans l'espace public, des méthodologies sur le rôle de l'historien. Chaque séminaire sur le rôle de l'historien devrait traiter de l'histoire pour qui, l'histoire par qui, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un cursus d'histoire publique qu'il n'y a pas des cours ou des choses qui ont été faites. Il ne faut pas oublier qu'il y a une compétition avec moins de moyens, plus en plus de masters, plus en plus de cours. Donc, c'est quand même, il y a une tendance à vouloir créer de plus en plus de masters. À l'Université de Luxembourg, je crois qu'on a plus de 150 masters. Donc, une fièvre du master, tout le monde veut son master. Et à la fin, il faut faire aussi attention parce qu'il y a un nombre critique d'étudiants à avoir et le nombre d'étudiants n'augmente pas. Donc, attention à ne pas créer du conflit. Voilà. Oui. Madame Chouquet qui lève la main. Vous voulez intervenir? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, mais merci pour vos réponses. Je vais me présenter un petit peu. Là. Moi, j'ai fait une maîtrise d'options pratiques à l'Université de Montréal. Je viens de terminer. Et maintenant, je travaille à la Fédération Histoire Québec comme directrice adjointe. Donc, c'est de l'histoire citoyenne, un rassemblement de toutes les sociétés d'histoire. Donc, c'est vraiment, ça se rejoint vraiment à ce que vous dites. Puis je trouve que c'est vraiment, c'est difficulté de intégrer les citoyens dans les recherches universitaires ou académiques. Fait que c'est un peu comme une dissonance entre les deux milieux que j'ai remarqué. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin avec les différents organismes qu'on a au Québec. Moi, j'ai une question. On arrive à l'étrange, donc on a un petit moment encore. Mais justement, dans ce concept polysémique d'histoire publique, est-ce que l'arrivée des sciences participatives et
et des sciences citoyennes et de l'histoire citoyenne, comme on l'appelle dans notre projet. Est-ce qu'on n'arrive pas justement à une sorte de changement de paradigme, parce que ce que tu présentais, c'est beaucoup l'université, l'historien diplômé, alors que ce que nous, on tente d'étudier, c'est justement l'histoire qui évolue par elle-même, parfois en ayant recours, en appelant l'université, en disant hey, « Pouvez-vous nous aider? » mais aussi beaucoup autonome. Est-ce que, justement, cette histoire citoyenne et ces sciences citoyennes, participatives, je l'aime un peu moins parce que, justement, il y a, disons, les sciences citoyennes, parce qu'en les voyant comme autonomes, est-ce que, justement, c'est pas une sorte de révolution, là? C'est peut-être exagéré parce on verra ce que ça donne, mais il y a quand même quelque chose, là, d'un paradigme qui est fort, là, face à l'histoire publique plus standard, disons, plus générale ou plus telle qu'on la connaît, ou telle que tu l'as décrit dans ton ouvrage, peut-être même. Non. C'est quoi ta question? Il y a deux choses. Oui. Ah, il l'a entendu, c'est bon. C'est bon s'il y a une réponse. Non. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que le paradigme dépasse l'histoire publique. Depuis quelques mois, il y a le terme de public humanities qui ressort. Ça dépasse l'histoire, c'est les humanités publiques. Je pense qu'il y a un besoin de se serrer les coudes parce que ça dépasse notre discipline. Et si on reste dans le champ disciplinaire, on voit qu'on n'est pas audible. Donc, je pense qu'il y a un besoin de rassembler des gens qui ont les mêmes pratiques, les mêmes objectifs. Donc ça, il y a ça. La deuxième, je pense qu'il faut faire attention avec ce mouvement de révolution. Une révolution. C'est moi, c'est la radicalité québécoise. Parce qu'il y a un aspect aussi critique de l'élite. Et on le voit aussi chez vos voisins. La critique de l'élite, la critique de l'établissement. C'est-à-dire que les historiens font partie des universitaires. Voilà. Il y a cette utilisation des ressources citoyennes qui peut être à double tranchant. C'est pas parce que les sciences citoyennes sont participatives et ouvertes au public qu'elles sont forcément enrichissantes. On tombe avec des gens, avec des communautés, des groupes qui ont vraiment, et on le voit vraiment en Europe avec l'extrême droite qui est au bord du pouvoir, des groupes qui revendiquent et qui sont très très forts à monopoliser les discours dans l'espace public. Oui, avec ce paradigme, mais attention à pourquoi on fait de la participation, avec qui on fait de la participation. On discute assez peu de la question avec qui on veut participer et avec qui on ne veut pas participer. Et il faut vraiment combattre ce relativisme à toute idée, toute opinion. Et voilà. Donc, il y a un discours à avoir sur ouvrir, oui, mais continuer de combattre. Parce que les publics, parfois, se résument à une voix qui est dissonante, on voit au Luxembourg, en Allemagne, en France, avec la critique très conservatrice du passé. Donc, j'étais très optimiste il y a 10 ans. Il faut travailler avec les publics et ça devient de plus en plus difficile. Dans les espaces numériques, espaces médias sociaux, c'est de plus en plus difficile. Avoir un discours pacifié, instructif et enrichissant avec des voix qui ne veulent pas ce discours. Donc, oui. Oui, mais. Joanne. En vous entendant, ça me fait penser au livre de Peter Novick, où il y a un chapitre, une section, c'est Every Man His Own Historian. Puis cette question qui est liée, moins à la discussion autour des sciences participatives, mais à l'émergence de l'histoire sociale, de groupes qui étaient justement marginalisés dans l'histoire officielle et qui revendiquaient que ce soit l'histoire des femmes, l'histoire du monde ouvrier. Et donc, comment... En fait, c'est un vieux dilemme à propos de l'engagement politique et d'une histoire qui est associée à la revendication. Et donc, comment... Donc, je pense, ça prend une forme, il y a le contexte technologique, numérique qui modifie beaucoup de choses, mais je pense que cet enjeu
de l'histoire, même lorsqu'on parle des musées, puis donc du musée pluriel, bon, mais c'est quoi, est-ce que toutes les voix, est-ce que toutes les voix méritent, en guillemets, de s'exprimer, ou est-ce que en tout cas, est-ce que toutes les interprétations d'un événement passé ont la même valeur? En tout cas, je pense que ça se pose de façon particulière maintenant, mais c'est un vieux débat là, chez les historiens. Gérard Noiriel le rappelait en octobre 2023 sur sa peur d'identité, c'est-à-dire le groupe identitaire qui utilise l'histoire pour voilà. Ce qui est un vieux débat pour les historiens, mais on peut difficilement ne pas se poser la question quand on fait de l'histoire participative ou des sciences citoyennes sur l'histoire pourquoi. Est-ce que c'est l'histoire pour éduquer, l'histoire pour se connaître, l'histoire pour... Voilà, ça c'est... Oui, c'est voilà, Novick et d'autres. Novick était très, très critique sur l'histoire publique parce que, voilà, en réaction à ça. Mais oui, c'est un vieux débat et qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Donc, oui, tout à fait. Et puis, là, sur la question de opinion contre savoir et multiples interprétations d'un même événement. Interprétation, oui, mais voilà, la source et voilà. Ça, oui, c'est des choses qui devraient être enseignées dans les cours de méthodologie parce que c'est des questions ouvertes qui nous intéressent tous et toutes. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une question du public? Qu'est-ce que question dans la salle? Donc, il me reste à vous remercier, cher Thomas, chère Natalia, de vous être prêté au jeu, d'être venu nous parler cet après-midi au laboratoire d'histoire et patrimoine et au plaisir de vous réinviter. Merci à vous.